Bonjour, merci une fois de plus pour suivre notre émission Le Parcours. Comme nous avons promis, aujourd'hui nous invitons une personnalité des marques qui va nous parler en fait de sa vie, de son parcours, comment est-ce qu'il est arrivé à faire de grandes choses pour notre République. Alors aujourd'hui nous avons pour vous Monsieur Paul Capita. Monsieur Paul, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Et comment va la vie ici dans votre coin du monde? La Belgique, c'est un pays dont j'ai eu l'admiration depuis mon enfance. Je suis encore en 3e année primaire, en 1956. Mon oncle maternel venait de commander une moto. Il était commis à la fourmilière, comme mon père. Alors, lors du déballage, j'ai lu sur l'emballage Liège. Je lui pose la question de savoir si Liège était au ciel. Il m'a dit non, non, c'est sur cette terre, mais en Belgique. J'ai dit ah, voilà, me voilà aujourd'hui à Liège. Oh, voilà, c'est une très bonne chose. Nous avons tout fait pour vous rencontrer et nous sommes très contents. Merci pour avoir accepté notre invitation et nous avoir accueillis chez vous pour parler un peu de vous. Je sais que la plupart des émissions, les gens font, c'est sur la politique de ce qui se passe, mais notre but, le but de notre émission, c'est de rencontrer en fait des baobabs de notre vie politique et sociale de la République démocratique du Congo. On veut connaître des personnalités comme vous qui avez fait, vous donner tant pour la République et pour savoir comment est-ce que vous avez fait pour y arriver. Alors notre première question, papa, c'est de savoir quel était votre parcours académique, comment de la France jusqu'à ce que vous êtes arrivé à faire vos universités. Et après mes études secondaires, j'avais interrompu une année. C'était la loi à l'époque, il fallait faire ce qu'on appelait le volontariat, le service civique, pour suppléer au manque de professeurs. Les professeurs belges venaient de quitter le Congo et nous, on devait, après les humanités, assurer les cours à nos enfants, à nos cadets, pendant une année, avant d'aller en supérieur ou à l'université. Ce que j'ai dû faire. Et en 67, j'ai terminé mon service civique. Je me suis inscrit à l'université officielle du Congo à Lubumbashi, UOC en sigle, où j'ai terminé en économie le 14 juillet 1971. Et nous avions des conditions même meilleures que dans les universités belges. Et je vous fais grâce de ce qui se passe aujourd'hui, c'est un drame. Après mes études universitaires, d'après mes ambitions, je visais la Banque nationale, ou le portefeuille ou la présidence, croyant que le Zaïre et le Congo étaient un pays normal. Mais j'ai buté à beaucoup d'obstacles. C'est ainsi que je vais me rabattre au ministère des Finances. J'avais été recommandé par M. Bruno Ndala, peu à son âme, qui est un cousin, auprès du ministre Ntita Chisambo, qui compte parmi les meilleurs commissaires d'État de l'époque. Et je l'attends là où il s'est garé, et quand il sort, il voit un jeune homme, le militaire voulait me brutaliser. Il a dit non, 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 non. Et j'ai dit, monsieur le ministre, et monsieur le commissaire d'État, je suis porteur d'une note. Ah, ça vient de qui? Quand j'ai cité le nom d'Endala, il m'a pris par le bras, nous sommes montés dans son cabinet. Alors, quand il allait, il me posait la question de savoir où je voulais travailler. Je dis non, non, je suis à votre disposition. Il fait appel au secrétaire général, je serai très concis, Bofossa, à l'époque, universitaire comme moi, et pour lui dire ceci, le jeune homme a le même diplôme que le vôtre, affectez-le au sein de services placés sous vos responsabilités, c'était les finances. On veut m'affecter au budget contrôle. Et j'ai fait une année, mais je voyais mes conditions, bien que bonnes, mais je visais loin. L'armée, j'ai l'envie depuis mon enfance. Et lorsque la Défense nationale lance un communiqué, c'est au mois de mars 72, par lequel elle cherchait d'étoffer ses services administratifs à l'instar de l'auditorat militaire, des cadres universitaires ayant fait les sciences sociales, économiques et politiques. J'ai sauté sur l'occasion. Nous nous sommes présentés, nous étions au nombre de 24, mais dès lors que le colonel Essalé, paix à son âme,
puisque tous nos officiers ont été tués. Il nous donne les conditions de la formation militaire de base à Kitona. Ça va faire peur à tous mes copains, ce qui fait qu'au second rendez-vous, nous allons nous retrouver à 8. Voilà, nous acceptons de subir ces conditions-là et nous sommes allés à Kitona. Et je fais encore grâce des prouesses auxquelles nous étions confrontés. Mais on a fait 3 mois de formation militaire de base. C'était dur, mais c'est ça qui fait l'homme. Et je vais découvrir qu'à l'armée, on vous inculque de manière profonde le sens de la patrie. Et à chaque leçon, on nous répétait ceci. Votre corps, votre sang, tout ce que vous avez comme savoir, c'est grâce à cette personne-là qui passe. Et la personne pouvait être une vieille dame portant son panier ou un jeune homme. Votre sang coulera pour défendre cette personne-là. Jamais brandir le canon à un civil. Puisque vous êtes là pour défendre les civils, défendre la patrie. Voilà ce qu'on nous a inculqué. Voilà. Et au bout de 4 mois, nous avons terminé notre formation de base et nous sommes rentrés à Kinshasa. On va nous affecter à la Défense nationale. J'étais affecté à la direction départementale de budget et finances, de DBF. Je m'occupais de l'engagement et de liquidation de toutes les dépenses à l'armée auprès du ministère des Finances. Et au bout d'une année, je suis coté très bien. On va me charger des loyers. Et là, je vais rester 4 ans. Toutes les villas, toutes les maisons qui étaient occupées par les officiers, même par les hommes de troupes, et toutes les missions à l'étranger que l'armée faisait, c'est moi qui payais toutes ces missions. Et les hommes d'affaires, il y en a qui m'appelaient Mondelendombe, c'est-à-dire un blanc à peau noire. Les Kuna m'appelaient Yuma, donc il ne veut pas s'enrichir, voilà. Ouais. Mais en fait, je vous ai entendu parler une fois d'une personnalité qui vous a beaucoup marqué. Vous avez dit dans l'une des interviews que j'ai suivies, qui s'appelait Ngalula Joseph. Qui était Ngalula Joseph pour vous et qu'est-ce qui vous a enseigné? Qu'est-ce qu'il a laissé comme expérience et comme enseignement pour vous? C'est un moment mentor. Cet homme, je crois à toute proportion gardée, à l'instar des gens comme le Lumumba et les Kwame Nkrumah, c'est un homme d'une intelligence inouïe. Étude faite 1 année à l'école professionnelle de Lusambo. Mais c'est un génie. Pour 2 choses. Je reviendrai à notre départ. Comment l'ai-je connu? Je l'aborde au Parlement. Je lui dis, mais frère aîné, j'ai ouï dire que toi, au Lumumba, c'est Mobutu qui portait vos mallettes. Vous traversez avec ce jeune homme, portant vos mallettes. Mais comment aujourd'hui le pays est en train de se détruire? Et vous vous penchez devant lui. Alors il va me dire, demain je pars en Bujumaï. C'est intéressant. Je reviens dans 2 semaines. Voyons-nous. Il est parti. Et dans 2 semaines, il revient, il est le premier à me téléphoner. Collègue Capita, tu peux passer chez moi? Je dis, mais c'est où? Il me communique l'adresse. C'était non loin de Saint-Luc. Et au rendez-vous, je suis allé. Voici la question qu'il va me poser. Tu m'as interpellé. Et ce que tu as lâché m'a beaucoup travaillé. Je ne fais que penser à l'observation que tu as faite. J'envisage d'adresser au président Mobutu une lettre ouverte. Parce que sur le plan armement, il est très fort, il va nous écraser. Mais nous devrions user de nos prérogatives parlementaires pour l'abattre. Peux-tu me dire, à cet effet, nous sommes 272, qui imagines-tu pouvoir accepter de signer cette lettre?
Je lui dis une trentaine. Est-ce que tu peux me dresser la liste de la trentaine? Je dis oui, oui. Le lendemain, je t'apporte la liste. J'ai dressé la liste de 27 personnes. Sur base de quoi? Le type des interventions qui étaient faites au Parlement. Et c'est cela qui m'avait inspiré. Je lui ai déposé la liste. Et voilà. Et après, il va me dire, quand j'ai déposé la lettre, mais tu as fait 5 ans à l'armée. Dans cette lettre, il y a tous les secteurs de la vie nationale. Peux-tu nous rendre service dans ce cadre-là, en ce qui concerne le fonctionnement de la défense nationale? Je lui ai dit, pas de problème. J'ai mes compagnons d'armes qui ont fait la balistique, toutes les compétences sont là. Mais moi, je m'occuperai de l'administration. Je suis parti, nous sommes séparés, et la rédaction de la lettre ouverte a commencé. Le rédacteur principal de cette lettre, l'initiateur, c'est Joseph Ngalula. Et après, il y a eu le concours de quelques membres de Brand-Trust. Et comme moi, j'ai eu le concours de mes compagnons ingénieurs et tout ça, mais la rubrique administration de la défense nationale, je m'en étais occupé. Voilà l'ossature de la lettre ouverte. Et lors de la signature de cette lettre, il va me dire ce qui va m'interpeller, me réconforter. Il dit, mais je ne t'ai pas dit avoir demandé aux autres collègues de me déposer une liste comme toi. Mais tous les 27 noms que tu m'as déposés sur ta liste se retrouvent dans chacune des listes qui m'ont été déposées par d'autres collègues. Et là, je te fais totale confiance. Voilà. Et nous avons, le document était fait prêt. C'est encore lui qui va nous dire, le document est fait prêt, mais nous devons l'entourer de toute la discrétion. Nous la signons en discrétion. Nous l'avons signé. Et parallèlement au document, nous aurions dû être 27 et non 13. Mais qu'est-ce qui va ramener le chiffre de 27 à 13? Il y a eu, d'une part, un concours de circonstances et d'autre part, la peur. La peur de la dictature. La peur de la dictature. Le concours de circonstances concerne le professeur Mpinda Mukumbi, qui n'est plus de ce monde, personne âme. Il m'écoute là où il est. Il aurait dû être des nôtres. Et Chimwanga Mubiaï. 3, Belchika. Il était ambassadeur, puisque le président Boutouva arrêtait comme stratégie débarrasser le Parlement de ce qu'il appelait le trouble fait. Belchika est envoyé comme ambassadeur en Guinée et puis partout là. Et Mpinda Mukumbi, son père, venait de rendre l'âme. Je ne savais pas. J'apportais la lettre pour avoir sa signature. Mais j'arrive chez lui, on me dit, mais il est à la paroisse internationale. On m'a dit, pourquoi? Mais le pasteur Moulowai, son père, le corps est là. On m'a dit, ah là 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 là. Je m'excuse beaucoup. Je suis rentré pour aller à la paroisse. Belchika était à l'étranger. Et la peur, c'est que le reste de ceux qui auraient dû signer avec nous, mettons Belchika, mettons Mpinda Mukumbi de côté, les 25 restants, 12 ont eu peur, c'est ainsi que 13 ont signé. Mais revenons, je m'excuse de vous avoir coupé, mais revenons à Joseph Ngalula. J'aimerais savoir plus encore sur ce qu'il a eu comme leçon à vous donner. Qu'est-ce que vous avez appris de lui en fait? J'ai appris de lui comment rédiger le projet de société d'un parti politique. Nous sommes incarcérés. Et d'abord, mis au secret, Mobutu disait, les plus têtus, il faut les envoyer dans la province du Haut-Zaïre. Quels étaient les plus têtus? Ngalula, Tshisekedi, Makanda, Kungo Kumanza et votre serviteur. Les 5 radicaux. Et il faut voir la condamnation à la Cour de sûreté de l'État, à la Cour suprême, à la commission de discipline du comité central. Nous n'avions même pas plus droit à avoir une femme ou des enfants. La deuxième catégorie, c'est les 5 autres qui avaient dit avoir lu la lettre. Certains étaient même prêts à retirer leur signature, et d'autres demandaient la clémence. Et les 2 autres
3 autres, dont 2, avaient carrément nié tout. Mais ceux qui vont assumer, c'est les 10, de manière radicale, les 5, et puis plus ou moins radicale, les 5 autres, et les 3. J'ai appris comment ériger un projet de société. Deuxième chose, lettre ouverte, malgré ma formation, je ne savais pas ce que ça disait, la lettre ouverte. Et troisième chose, le projet de société. Je ne comprenais pas ça. Et je lui demandais, mais il a demandé, on nous a éparpillés, les 5 les plus têtus, et Tshisekedi était en pleine forêt au Bandundu, et nous, Dougou, tout ça. On va nous regrouper suite à la sensibilisation en Europe du professeur Dikondé, qui était notre premier représentant, unique représentant pour l'extérieur. Alors, grâce à le bruit qu'il avait fait, on va nous regrouper les 5 à Osio. Mais les autres, ils étaient tranquilles là où ils étaient. À Osio, cette file arrive gauche du fleuve Congo, à Kisangani, à 17 km de Kisangani. Et c'est là que M. Ngaloula va nous parler d'un projet de société. Comme moi, je ne comprenais rien, j'ai demandé à mes collègues, ils disaient, mais il exagère, tout ça. Et la deuxième fois, il intervient. On s'en moquait. Et alors, il va nous demander de l'autoriser à s'absenter pendant 2 semaines, juste le temps de penser à rédiger le projet de société. Il va le faire, et au bout de 2 semaines, il va nous rejoindre pour dire, voici la mouture, et à vous de l'enrichir et d'amender. Voilà. Quatrième chose qui procède de la troisième, est rédiger les documents politiques. Je ne savais pas comment rédiger un document politique. C'est encore lui mon professeur. Toutes et 4 fois qu'il était question de s'adresser à une organisation internationale pour nous défendre, il dit non, c'est notre collègue capitaine qui va initier la note. Moi, j'ai dit, mais ce vieil, il m'a vu ou quoi? La première fois, j'ai fait une mouture. Sur 5 ou 6 paragraphes, il n'y avait que la date qui était correcte et le premier paragraphe. Tout le reste, il avait rayé. Et je lui en voulais sans le lui dire. Deuxième fois, il revient encore. Je dis, mais je veux fuir. Alors, j'ai refait. C'est la 3e fois que j'ai dû présenter un projet qui était acceptable parce qu'il n'y a que le dernier paragraphe qui était mal rédigé. D'où je dois beaucoup à cet homme-là. Alors, vous avez parlé ici que vous étiez dans l'armée, on vous a enseigné l'amour de la patrie, je crois bien la discipline, la persévérance. Alors, quelles sont les leçons pour les jeunes d'aujourd'hui? Quelles sont les leçons que vous avez à leur apprendre? Qu'est-ce qu'il faut pour que la République puisse avancer? Il faut des hommes d'intégrité, il faut des hommes qui ont la discipline. Quelles sont les leçons que nous, jeunes et moins jeunes encore, peuvent apprendre de ce que vous avez pu apprendre dans la vie? Toutes les leçons aujourd'hui, notamment le patriotisme, la témérité, il faut aujourd'hui prêcher la témérité, puisque le courage est moins fort que la témérité. Le pays étant occupé de 2 choses l'une, où l'on opte pour le kamikaze, c'est-à-dire les jeunes l'ont prouvé en 2015, le 15, le 16 et le 17, on a tué. Ils n'ont pas reculé. En 2016, on a réédité l'emploi. En 2015-2016, on a réédité l'emploi. Et en 2017, c'était pire. Quand on nous dit, dans ce qu'on nous enseigne dans l'histoire, le peuple français a résisté. Mais le peuple, aujourd'hui, le premier peuple à avoir résisté, il faut qu'on le dise et que ça soit écrit. C'est le peuple congolais. Ce peuple a résisté 3 ans de suite. Mais ce n'est dit nulle part. Il faut que ça soit dit. Autant qu'on a encensé, on nous a rabattu les oreilles, le peuple français, la liberté, tout ça. Mais on ne dit pas que, concernant la France, que c'est grâce aux soldats noirs que la France a été libérée. Mais De Gaulle va prendre la décision de ne pas voir franchir Paris un seul soldat noir. Seul le blanc pouvait franchir Paris. C'est un détail historique. Mais le peuple congolais mérite un compliment
une gratification sur le plan international. Le peuple congolais a résisté 3 ans de suite face à l'occupation du pays par les Tutsis, le Rwanda. Et l'autre question, vous n'êtes pas seulement un homme politique, puisqu'aujourd'hui on parle de vous, vous êtes aussi un écrivain. Alors votre dernier livre, c'était comment? C'est mon identité et puis témoin oculaire de l'histoire politique du Congo de, je crois, de 2000, au jour où j'écrivais. Voilà. Et maintenant, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ces livres-là, de ces ouvrages pour nos téléspectateurs qui nous suivent, qui seront intéressés à acheter? Juste un petit résumé en fait du livre. Oui, sans le dire de manière claire, je mets l'accent sur l'amour de la patrie. Quand on a l'amour de sa patrie, on est capable de changement. On est capable de miracles. N'allons pas très loin. Liège est frontalière à l'Allemagne. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était littéralement détruite. Tout était détruit. Pour prendre son salaire, il y en a qui amenaient des bassins. $1 s'échangeait par moment à plus d'1 milliard de marques. Mais il est arrivé un groupe de patriotes politiques allemands issus du peuple, en symbiose avec le peuple allemand, pour faire parler du miracle allemand. Et c'est une recette qui est universelle. Tant qu'il y a une symbiose entre le peuple et l'homme politique, le miracle est possible. Il n'y a qu'en politique qu'on puisse parler de miracles. Mais, toute proportion gardée, je l'ajoute, sous le gouvernement Tshisekedi de 3 mois, issu de la conférence ancienne souveraine, mais nous avions opéré un miracle par rapport au taux d'échange Zaïre, dollar. Avant l'avènement du gouvernement Tshisekedi, nous sommes arrivés jusqu'à 2 millions de Zaïre pour $100. Pourquoi? Parce que l'État était en déliquescence. Mais dès lors que Étienne Tshisekedi a été élu à la conférence nationale souveraine, nommé Premier ministre, il avait fallu d'une simple intervention de ce dernier, paix à son âme, quiconque croit détenir un bien de l'État par devers lui, qu'il le rende. Et il va faire cette déclaration avant la prise de possession de la fonction de Premier ministre. Mais pour la première fois depuis plus de 25 ans, nous allons voir tous les hangars de TP pleins de véhicules à travers tout le pays. Comme qui dirait, et dans ma langue on dit, je l'ai dit dans ma langue et puis je vais traduire. Dieu au ciel et sur terre l'homme politique. Et l'homme politique là, c'est celui qui a de la politique, cette notion. La politique est un engagement. La politique n'est pas un tireur à caisse. Quand on considère que la politique c'est pour payer un costume, prendre les avions, avoir une villa, remplir un compte en Europe, alors on est idiot, on fait autre chose que la politique. Un homme politique, comme un vrai prêtre, comme un vrai pasteur, ça s'équivaut. Alors, comme étant, par rapport à votre expérience personnelle et ce que vous avez vécu, quels seront les conseils pour l'avenir de la République démocratique du Congo? Comment vous voyez le futur, l'avenir de la République? Merci beaucoup et je n'ai pas terminé ce que le gouvernement Tshisekedi avait fait par rapport au taux d'échange. Mais je vais demander en plein conseil des ministres au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas à l'économie, je ne suis pas aux finances. Je suis aux classes moyennes, ce qu'on dit petites et moyennes entreprises. Je demande l'aval du gouvernement pour rabattre le taux d'échange entre le zaïre monnaie et le dollar. J'ai été autorisé. Et en moins d'une semaine, mon cher Henri, les Quinois ne sont pas tous morts, ils sont là. Et tous les Congolais, des 2 millions de zaïre pour $100, on est passé à 300 000
pour 100 $. Et on va parler du miracle du gouvernement Tshisekedi. Puisque dans un gouvernement, quand vous posez un acte, ce n'est pas vous, c'est le gouvernement. Voilà le miracle. La leçon que je vais donner, c'est la question à la jeunesse est des deux ordres. Il faut avoir en soi l'amour de sa patrie. Et pour avoir l'amour de sa patrie, il faut savoir vivre normalement. Avant de quitter ses parents, on prend du thé, on mange, on va à l'école où on a un banc pupitre avec des enseignants habillés comme tu es habillé là. De notre temps, on ne pensait pas qu'un adulte avait faim. Nos enseignants du primaire s'habillaient comme ça. Et que dire du secondaire? L'université, n'en parlons pas. L'État fonctionnait. Pour avoir l'amour de sa patrie, il faut que le pays soit beau. Il faut que le pays soit gouverné. Si le pays n'est pas gouverné, si le pays a des sous-hommes à sa tête qui n'ont comme préoccupation que l'enrichissement, l'autopossession, l'accumulation des biens, mais ces gens-là ne sont pas à leur place. L'homme politique crée la vie là où il y a la mort. Jésus-Christ n'a pas été crucifié pour avoir été contre Dieu. Jésus-Christ, qui était homme et Dieu, avait condamné le régime politique de son temps, ce qui va lui coûter une mort atroce, crucifixion, tout ça. J'ai lancé un appel à la jeunesse, mais la jeunesse est ce que nous en faisons. La jeunesse de notre pays est sacrifiée. Comment vivent les gens aujourd'hui? Dans l'étourie, au massacre à coups de hache, à coups de machette à double tranchant. Et on évite d'utiliser des armes puisque ça va détonner. Et au Kasaï, à Kabeye-Kamwanga, à Chileng, à Kananga, à Chikapa, les enfants ont assisté à l'égorgement de leurs parents. Les écoles catholiques, dans le Kasaï, plus de 400 détruites. Les centres de santé que les catholiques ont construits, incendiés. Le pays est complètement détruit. Mais ça, ce n'est pas fait la politique. Ce n'est pas la politique. Qu'est-ce que la jeunesse peut faire aujourd'hui? La jeunesse n'a qu'une option, puisque la caractéristique de la jeunesse, c'est la disponibilité, l'esprit de risque. C'est pourquoi dans toutes les organisations politiques, l'homme politique le plus brillant, on lui confie la gestion de la jeunesse. La jeunesse n'a d'autre choix que à se mettre debout autant qu'elle s'était mise debout en 2015, en 2016, en 2017. Tant que cela n'arrive plus, non, nous risquons de partir pour la gloire. Puisqu'aujourd'hui, le peuple congolais vaut moins qu'un ver de terre. Ce peuple qui a son histoire. Nos ancêtres ne s'étaient pas comportés comme ça contre Léopold II. Vis-à-vis de Léopold II, nos ancêtres ont opposé une résistance héroïque. Les Tchokwe ont combattu la force publique qui était une armée de mercenaires. 20 ans durant. Les Bayaka, 10 ans durant. En infligeant des lourdes pertes dans les rangs de l'armée. Avant de se soumettre. Il y a un commandant qui avait fait zigouiller 65 militaires pour avoir refusé de travailler un dimanche. Et il y a un autre au Katanga qui mettait du sel et du poivre dans les plaies des chicottes et sur le corps des soldats et des Congolais qu'ils jetaient, souffrant, qu'ils jetaient dans le lot là-bas. Mais nos ancêtres ont opposé un refus catégorique. Si nos ancêtres l'ont fait, pourquoi pas aujourd'hui la jeunesse? La jeunesse l'a fait, je répète, 2015, janvier 15, 16, 17. On a tué, on a emballé. Mais ils ont continué. En 2016, ils l'ont fait. Ils doivent continuer de le faire. Alors, pour terminer, comme aujourd'hui, notre émission ne sera pas très longue, j'espère que nous aurons toujours l'opportunité pour revenir vous voir et parler plutôt cette fois-ci de l'histoire de l'UDPS, puisque vous êtes parmi les pères fondateurs de l'UDPS, pour nous faire comprendre, puisque pour comprendre l'avenir, c'est mieux aussi des fois comprendre le passé.
est la base de chaque chose. Pour terminer, une dernière question. Je sais qu'aujourd'hui on ne parle pas trop de la politique, mais croyez-vous aux élections de décembre cette année? Non, c'est une parodie. Comment peut-on penser élection d'abord dans un pays occupé? D'un, des deux. Comment peut-on penser aux élections quand quelqu'un qui se dit chef de l'État ne fait même pas allusion dans son discours au décès qui dépasse tout le monde du gouverneur du Bas-Congo? Je ne le connais pas, mais c'est un compatriote. Comment peut-on parler d'élection quand ce monsieur, jusqu'ici à Kananga, jusqu'aujourd'hui, il y a les Banamura, ils viennent d'où? Qui avaient gorgé les gens dans le Nord Katanga. Ils ont pris en otage 70 filles et femmes dont ils s'amusent comme on s'amuserait avec du papier. Dans la ville, s'il faut appeler sa ville, 70, les parents sont incapables de récupérer leurs enfants. Et dans le discours, on vous dit, je ne sais pas, il faut vivre sur notre planète et être d'une inconscience à la limite bestiale pour tenir des propos de cette nature. Merci beaucoup, Monsieur Kapita, et nous reviendrons encore une fois de plus. Henri, merci beaucoup, c'est vous que je dois remercier. Merci.